Je revois très clairement la scène. La lumière bleue de la télé noyait le salon, les volets étaient à moitié fermés, Paris bruissait derrière les vitres et mon téléphone reposait à côté de moi sur le canapé. Rien d'extraordinaire. Un mardi soir banal, dans un appartement banal, dans une vie que je croyais banale. Puis l'écran s'est allumé, et avec lui, tout ce que je pensais savoir sur mon mariage s'est fendu en deux. L'eau de la douche grondait au fond du couloir. Thomas était dans la salle de bain, en train de chanter faux une vieille chanson qu'il avait toujours sur les lèvres. Sur l'écran posé sur la table basse, c'était son téléphone, pas le mien, qui venait de s'illuminer. Face contre le verre comme toujours ces derniers mois. Mais l'appel de la notification l'avait fait vibrer assez fort pour qu'il pivote légèrement. Je ne cherchais rien, c'est ce qui me fait le plus mal encore aujourd'hui. Je ne fouillais pas, je n'étais pas en train de jouer à l'inspectrice, je n'avais pas de plan, pas de soupçon particulier à cet instant-là. J'étais juste affalé dans mon coin, en jogging, une série policière idiote sur TF1 en bruit de fond, le cerveau en demi-veille. Et puis, il y a eu ce nom, un prénom que je n'avais jamais entendu sortir de sa bouche. Julie. Pas de nom de famille, pas d'émoji, juste ce prénom sec et familier qui s'affichait en haut de l'écran verrouillé. Sous le prénom, le message. Je n'arrive pas à arrêter de penser à hier soir. J'aimerais tellement que tu sois ici avec moi et pas avec elle. Je l'ai lu une fois. Mon cerveau n'a pas compris. Je l'ai relu. Cette fois, chaque mot est entré lentement, comme une aiguille plantée dans la peau. Hier soir, ici avec moi. Elle, c'était moi. Pendant quelques secondes, je n'ai plus entendu l'eau dans la salle de bain, ni les dialogues de la télé. Tout s'est comme déplacé d'un centimètre. L'air m'a paru plus épais, le canapé plus dur, la pièce plus étroite. Le monde n'avait pas changé, mais ma perception de lui si. Je suppose que c'est à ce moment-là que j'aurais dû hurler, prendre le téléphone, arracher le rideau de la douche et lui jeter le message au visage. Mais je suis resté, immobile, le dos raide, la nuque brûlante, les mains posées à plat sur mes genoux. Le téléphone a vibré une deuxième fois. Tu crois qu'elle se double de quelque chose ? Toujours pas de ponctuation, comme si les mots avaient été tapés trop vite, avec un sourire, avec cette légèreté des conversations qu'on pense secrètes. Ma main a bougé toute seule. J'ai attrapé le téléphone. Pas de code, pas d'empreinte digitale. Il avait désactivé le verrouillage automatique il y a des mois en disant que c'était plus pratique au cas où tu en aurais besoin aussi. J'avais trouvé ça mignon, une preuve de confiance. J'ai ouvert la conversation. Le fil de message remontait à peine à quelques heures. Elle. Je repense à tes mains sur moi. Lui. Bientôt, je te le promets. Elle. Je déteste quand tu dois rentrer chez elle après. Lui. C'est provisoire. Chez elle, chez moi, chez nous. Notre appartement du 11e, avec les plantes que j'arrose trop, les livres empilés de travers, les aimants de ville française collés sur le frigo. Ce chez elle qu'il réduisait à une adresse secondaire dans sa double vie. La date, l'heure, tout collé, encore tout chaud à la soirée qu'on venait de passer. Il était arrivé vers 21h, fatigué, avait râlé contre le RERA, contre les grèves, contre un client insupportable à la Défense. Il avait mangé le gratin que j'avais préparé, s'était servi un verre de vin, m'avait embrassé distraitement en allant à la douche. Je suis resté longtemps à fixer l'écran, à défiler les échanges, à voir défiler une intimité qui ne m'appartenait pas. Des fragments de phrases, des allusions à des rendez-vous, à des nuits d'hôtel à Lyon pour le boulot, à des matins où il avait prétendu partir plus tôt pour une conf interne. Une partie de moi espérait trouver une phrase qui expliquerait tout, quelque chose comme « c'était une erreur » ou « je ne peux pas continuer ». Mais ce que je voyais, c'était de la routine, des habitudes, des « comme d'habitude », des « même heure », des « tu me manques déjà ». La douche s'est arrêtée, l'eau a cessé de cogner contre le carrelage, remplacée par le crissement de la tringle de rideau, par le bruit qu'il faisait toujours en secouant la serviette. Mon cœur s'est mis à taper si fort que j'ai eu l'impression qu'il allait se décrocher de ma poitrine. J'ai verrouillé l'écran, reposé son téléphone exactement à la même place, face contre la table. Mes doigts tremblaient, mais j'ai appuyé ma paume contre le cuir du canapé jusqu'à ce qu'il se calme. J'ai redressé un coussin qui n'était pas défait, juste pour avoir un geste à accomplir. Thomas est arrivé dans le salon, torse nu, serviette nouée autour de la taille, les cheveux encore gouttants. « Ça va, tu regardes quoi ?» il a demandé. Ma voix m'a surprise autant que lui. Rien de spécial, un truc nul.
Je n'ai pas bougé, je ne me suis pas tourné vers lui. Si je croisais son regard à ce moment-là, je savais que quelque chose trahirait, une fissure, une lueur, quelque chose. Il s'est affalé de l'autre côté du canapé, a tendu le bras vers la table, a repris son téléphone comme on récupère un paquet de mouchoirs. Il a jeté un coup d'œil rapide à l'écran, l'a verrouillé, l'a gardé dans sa main par réflexe. « Journée de merde », il a soufflé. « Tu n'imagines pas. » Si, justement, je commençais à imaginer. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Il a ronflé doucement à côté de moi dès qu'il a posé la tête sur l'oreiller. J'écoutais sa respiration régulière en fixant les ombres projetées par les phares des voitures qui passaient boulevard Voltaire. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais les phrases apparaître sur l'écran. Les mots « hier soir », les mots « avec elle ». On dit que les gens s'endorment en pensant à leur journée du lendemain. Je me suis endormi quelques heures plus tard en pensant que ma vie entière venait de glisser sur un autre rail sans que je l'aie vu venir. Si on m'avait demandé, avant cette nuit-là, de raconter notre histoire, j'aurais parlé de ce jour d'hiver où on s'est rencontrés sur la nationale entre Bordeaux et Arcachon. Ma voiture avait eu un pneu crevé, j'étais bloqué sur le bas-côté, frigorifié, sans gants et sans idée de comment utiliser le cric. Il s'était arrêté avec sa vieille Clio bleue, avait voulu m'aider, avait plaisanté sur la galanterie à l'ancienne. Il avait fini par appeler une dépanneuse, avait attendu avec moi, m'avait proposé un café dans une station-service en sortie de rocade. Je m'étais dit « encore un qui veut juste draguer ». Puis il avait parlé de ses sœurs, de sa mère, de sa grand-mère, avec une douceur désarmante, et j'avais baissé ma garde. 1 an plus tard, je quittais mon petit studio de Talence pour m'installer avec lui dans un 2 pièces près de Gambetta. 2 ans plus tard, on montait à Paris ensemble pour son boulot, pour plus d'opportunités. 3 ans plus tard, on se mariait à la mairie du 11e, un samedi pluvieux, avec du champagne bon marché, des quiches faites maison par ses tantes et une playlist Spotify lancée sur une petite enceinte à batterie. Nos amis disaient qu'on était un couple stable, le genre qui ne fait pas de vagues, le genre qui part en week-end en Normandie, qui se dispute pour savoir qui doit descendre la poubelle, qui parle de prendre un chien quand on aura un balcon. Alors, quand ça a commencé à changer, je n'ai pas su mettre de date exacte. C'était comme la peinture qui s'écaille sur un mur. Tu t'en rends compte vraiment le jour où un gros morceau tombe, mais en réalité, ça a commencé bien avant. Il a commencé à rentrer plus tard. Des réunions qui débordent, des after-work improvisés, des obligations avec des clients du côté de Neuilly. Au début, ça m'arrangeait presque. Je pouvais dîner avec des copines, regarder des films que lui détestait, commander des sushis sans qu'il râle. Puis c'est devenu une habitude, 2 soirs par semaine, puis 3, puis presque tous les soirs. Le ton a changé aussi. Quand je demandais à quelle heure il pensait rentrer, il entendait autre chose. Tu me prends pour un gamin à qui il faut demander à quelle heure il rentre? Sérieusement, Claire, tu sais la pression que j'ai? Tu crois que ça m'amuse de rester au bureau jusque 21h? Non, je ne croyais pas que ça l'amusait. Je voulais juste savoir si je devais sortir quelque chose du frigo ou non. Mais chaque question sur son emploi du temps devenait une attaque. Chaque soupir de ma part devenait une preuve de manque de soutien. Et puis, il y avait le téléphone. Avant, son téléphone traînait partout. Sur la table de la cuisine, sur la console de l'entrée, au pied du lit. Il le laissait même parfois à la maison quand il partait faire une course. Je tombais dessus par hasard, je ne ressentais rien de particulier. Juste un objet qui émettait trop de notifications. Petit à petit, il a commencé à le garder beaucoup plus près de lui. Dans la poche arrière de son jean, dans la salle de bain quand il se douchait, posé face contre table, comme ce soir-là. C'est débile, toute cette hyperconnexion, avait-il lancé un dimanche en éteignant les sons. Il faudrait qu'on arrive à décrocher un peu, tu ne crois pas? J'avais hoché la tête. Sur le principe, il avait raison. Sauf que moi, je n'avais pas besoin de décrocher de quelqu'un d'autre. Dans les semaines qui ont suivi cette nuit-là, tous ces petits détails se sont remis en place dans ma mémoire, comme les pièces d'un puzzle qu'on regarde enfin avec le bon modèle sous les yeux. Ses chemises soudain mieux repassées pour le boulot, sa nouvelle obsession pour des parfums plus adultes, ses blagues sur le fait qu'il vieillissait mal quand je lui disais qu'il sentait bon. Et moi, au milieu de tout ça, qui continuait à faire des listes de courses à 2, à réserver des week-ends pour nous, à lui envoyer des mèmes idiots sur WhatsApp qu'il ne voyait même plus. Le lendemain matin du message, j'ai observé Thomas différemment. Il s'est tourné dans le lit, m'a embrassé sur le front, a attrapé son téléphone sans même regarder s'il m'avait réveillé.
Son visage s'est crispé une fraction de seconde en voyant l'écran, puis s'est détendu. Il a effacé la notification, a répondu à quelqu'un, a posé le téléphone sur lui. « Tu as mal dormi, on dirait », il a murmuré. « Un peu, oui. »« Tu devrais te coucher plus tôt, je t'ai déjà dit », a-t-il répondu, en se levant. J'ai eu envie de rire, ou de pleurer. Je ne savais plus très bien. Quand il a claqué la porte en partant travailler, j'ai attendu que le silence reprenne toute la place dans l'appartement. Puis, j'ai allumé mon ordinateur, posé mon téléphone devant moi et j'ai inspiré profondément. Je savais que j'allais faire quelque chose que je m'étais toujours juré de ne jamais faire, fouiller. Je suis allé sur le site de notre opérateur, Orange. Notre abonnement commun affichait les communications détaillées. Je n'avais jamais pris la peine d'y jeter un œil. Soudain, chaque ligne était un indice potentiel. Le numéro de Julie était là, à répétition. Des appels de 3 minutes, de 12, de 50, des SMS tard le soir, des communications presque quotidiennes remontant à 8 mois. 8 mois, c'est long 8 mois, quand on vit avec quelqu'un et qu'on a l'impression de le connaître. 8 mois de double vie. 8 mois de « je suis crevé », de « je reste un peu plus tard au bureau », de « il y a un séminaire à Lyon, je rentre demain soir ». Plus je remontais le temps, plus mon corps se crispait sur la chaise. Écouter quelqu'un mentir quand on connaît la vérité est une torture particulière. Revoir à rebours chaque semaine, chaque week-end, chaque jour où j'avais cru à ces histoires me donnait presque la nausée. J'ai ensuite ouvert « Localiser mon iPhone ». Thomas avait connecté son compte sur notre tablette il y a longtemps pour retrouver son appareil quand il le perdait dans l'appartement. Une fois de plus, la confiance naïve que j'avais en lui me revenait en pleine figure comme un boomerang. Une petite série de points bleus s'alignait sur la carte de Paris. Domicile, bureau à la Défense, et puis un autre point, récurrent, dans le même quartier de Montreuil. Une rue que je ne connaissais pas. Les heures concordaient parfaitement avec ses retards au bureau. Fin de journée, milieu de soirée, parfois même en pleine après-midi le week-end, quand il me disait qu'il allait aider un collègue à déménager. J'ai cliqué sur le point de Montreuil. Un immeuble d'habitation est apparu sur le plan. Une résidence banale. Balcons en béton, petits espaces verts grillagés, ascenseurs qui sent probablement la poussière et les parfums mélangés. Ce genre d'endroit où des couples se forment, se défont, se trahissent sans que personne ne le sache. Je me suis levé, je me suis préparé un café, je n'ai pas réussi à le boire. Je suis allé récupérer le vieil ordinateur portable de Thomas dans le placard. Il l'utilisait rarement depuis qu'il avait un modèle plus récent au bureau, mais je savais qu'il se connectait parfois à ses mails professionnels depuis la maison. Le mot de passe était toujours le même, celui qu'il utilisait pour tout, celui que je connaissais depuis des années. Encore une fois, cette fausse transparence me donnait envie de vomir. Dans la boîte mail, c'était un chaos de notifications, de comptes rendus, de présentations PDF. Mais au milieu des pièces jointes offre-client-def-V3, j'ai repéré des confirmations de réservation d'hôtels. Un Ibis Styles à Nantes, un Mercure à Lyon-Pardieu, un petit 3 étoiles à Lille proche de la gare. Je savais qu'il voyageait parfois pour le travail. Il m'avait envoyé des photos de chambres impersonnelles, des selfies fatigués avec des plateaux repas. Ce que je n'avais pas vu, c'est que sur certaines réservations, il y avait 2 personnes indiquées en petit, en bas. Sur une autre, une mention « lit double ». Je me suis arrêté sur un mail en particulier. Week-end de mai. Je me souvenais de cette date. J'avais passé ce samedi chez ma mère à Tours, seul, parce que, ça tombe mal, j'ai une réunion stratégique lundi matin à Lyon, donc je dois descendre la veille. La réservation montrait un check-in à 18h pour 2 personnes. Check-out à 12h le dimanche. Même nom. Sa carte bancaire. En refermant l'ordinateur, j'ai senti un calme étrange me traverser. Ce n'était plus le genre de tristesse floue qui embrume les yeux. C'était autre chose. Une froideur qui clarifie. Il ne s'agissait plus de savoir si il me trompait, mais depuis quand, avec qui et jusqu'où. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à penser à elle non plus comme Julie, ce prénom abstrait sur un écran, mais comme une personne réelle, avec un visage, une voix, une adresse. Je suis retourné sur mon ordinateur, j'ai tapé Thomas et le nom de sa boîte, j'ai cliqué sur Photos dans Google, j'ai cherché des traces. J'ai fini sur Instagram, sur le compte d'un de ses collègues, ce genre de type qui poste chaque after-work, chaque escape game, chaque séminaire. J'ai trouvé une photo d'une soirée sur les quais de Seine, près d'un bar du côté de Bercy. Toute son équipe posait avec des verres à la main.
Au centre, Thomas. Juste à côté, une femme que je ne connaissais pas. Brune, un sourire facile, un gilet posé sur les épaules. Sa main à elle effleurait son bras à lui, et leurs corps semblaient penchés l'un vers l'autre. Dans les commentaires, je lisais des « la Dream Team », des meilleurs collègues du monde. Personne ne la taguait. Elle n'était qu'une silhouette anonyme pour les autres. Mais pas pour moi. Une seconde photo, prise quelques mois plus tard, dans une salle de réunion décorée de ballons Bonne Année. Toujours lui, toujours elle, toujours la même proximité subtile. Je l'ai agrandi. C'est là que j'ai vu le détail qui m'a coupé le souffle. Sur son poignet, un petit tatouage en forme de ligne fine. Je l'avais aperçu dans un des clichés de Thomas sur son téléphone, vite, comme un flash, quand j'avais déroulé leur message. Je n'avais pas voulu regarder. Maintenant, je ne pouvais plus faire comme si je ne l'avais pas vue. C'était elle. Elle travaillait avec lui. Ils partageaient des réunions, des cafés, des pauses cigarettes, des ascenseurs. Et moi, le soir, j'écoutais ces histoires de collègues chiants en me disant qu'il exagérait, que tout le monde a un collègue pénible au bureau. Je me suis entendu dire à voix haute dans la cuisine vide « Ils se foutent de moi ». Ça m'a surpris. Ma voix m'a semblé différente, plus dure, moins hésitante. Je pouvais, à ce moment-là, prendre le téléphone, l'appeler, lui hurler dessus. Je pouvais l'insulter, lui rappeler que j'existais. Mais tout ce que j'y aurais gagné, c'était un blocage, des mensonges en panique, des explications à moitié vraies. Je ne voulais pas qu'elle sache que je savais. Pas encore. Je voulais d'abord voir jusqu'où ils iraient, maintenant que la partie se jouait à découvert pour moi. Le soir même, il m'a écrit un SMS un peu avant 18h. « Je vais rentrer tard, on a une visio qui a dérapé, ne m'attends pas pour manger, bisous. » J'ai regardé le message longtemps, puis j'ai répondu « Ok, bon courage ». Il ne s'attendait pas à mieux, pas à plus. Un peu de soutien, un peu de silence, le terrain idéal pour un mensonge. J'ai attrapé mes clés, mon manteau, et j'ai attendu derrière les rideaux du salon qu'il rentre déposer sa mallette comme il le faisait parfois, avant de repartir au bureau pour une urgence. Cette fois, il n'est pas passé par l'appartement. Je l'ai vu descendre de son Uber en bas de l'immeuble, regarder sa montre, puis remonter directement dans un autre taxi quelques minutes plus tard. Pas de sacoche, pas de dossier, juste son téléphone. Je suis descendu après lui, j'ai pris ma voiture et je l'ai suivi. Pas collé, pas comme dans les films, juste assez pour garder ses feux rouges en point de repère dans le flot de voitures franciliennes. Il a pris le périphérique intérieur et sorti vers Montreuil, a enchaîné quelques rues que je ne connaissais pas. Puis il a tourné dans une rue résidentielle et s'est arrêté devant le fameux immeuble que j'avais vu sur la carte. Je me suis garé un peu plus loin, derrière des arbres nus, j'ai coupé les phares. Je l'ai vu sortir de la voiture, remettre son manteau correctement, jeter un œil à son reflet dans la vitre, ajuster ses cheveux. Puis, quelques secondes plus tard, la porte de l'immeuble s'est ouverte. Elle est apparue. Pas en robe de soirée, pas maquillée comme pour un gala. En jean, pull large, chaussettes visibles dans des baskets. Le genre de tenue confortable qu'on met quand on attend quelqu'un qu'on connaît déjà trop bien. Son visage s'est éclairé en le voyant. Il a souri aussi, un sourire que je ne lui voyais plus à la maison. Ni fatigué, ni ironique, un sourire entier. Il s'est approché d'elle, l'a prise dans ses bras, l'a embrassée comme on embrasse quelqu'un qu'on a désiré toute la journée. Je ne me souviens plus de ce que j'ai ressenti exactement à ce moment-là. Ce n'était pas un cri, ce n'était pas une crise, c'était comme si tout ce qui était mou en moi se transformait en pierre, lentement. Ils sont rentrés ensemble dans l'immeuble. Elle a posé sa main dans son dos, il s'est penché vers elle, a murmuré quelque chose, elle a ri. Je suis resté un long moment dans ma voiture à regarder les fenêtres. Quand une lumière s'est allumée au 3e étage, j'ai su que c'était chez elle. Là où il déposait son téléphone sur une autre table basse. Là où il enlevait ses chaussures devant un autre canapé. Là où il riait avec une autre femme pendant que, chez nous, je rangeais ses affaires. Sur le trajet du retour, la radio diffusait des chansons que je connaissais par cœur. Je n'en ai pas entendu une seule. Je suis rentré dans notre appartement comme on rentre dans un lieu dont on connaît la sortie de secours par cœur. J'ai enlevé mes chaussures, accroché mon manteau, attrapé un verre d'eau. Tout était exactement à sa place. L'odeur du Boston Fern sur le frigo, les bruits du voisin du dessus, les restes de la pizza du dimanche dans la poubelle. Mon téléphone a vibré. Je vais rentrer tard finalement, ne m'attends pas, dors sans moi, bisous. J'ai posé l'écran face contre la table, comme lui. C'est là que j'ai compris que je ne pouvais pas, ne voulais pas, simplement le quitter dans un éclat de voix. Des amis m'avaient toujours dit « si un jour on me fait ça, je casse tout ».
Mais en réalité, quand ça vous arrive, ce n'est pas si simple. Il y a l'appartement, le compte joint, les meubles achetés progressivement, les habitudes, les rendez-vous, la famille, la belle famille, les photos, les projets en suspens. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis posé la question en sens inverse. Et moi, qu'est-ce que je veux vraiment ? J'ai ouvert le tiroir du buffet, pris un classeur, en ai sorti toutes les pochettes plastiques. Contrat de mariage, facture EDF à nos deux noms, crédit immobilier, assurance habitation. J'ai tout étalé sur la table, comme les éléments d'une enquête que je devais boucler toute seule. Pendant que lui construisait sa vie parallèle à Montreuil, je préparais la mienne ailleurs. Je n'avais pas la force de lui faire une scène, mais j'avais la force de le priver de ce qu'il tenait pour acquis, ma présence silencieuse. Le lendemain, après son départ pour le boulot, je suis allé à la mairie. J'ai pris un ticket au service état civil. Je me suis assise sur une chaise en plastique parmi des couples qui venaient déclarer une naissance, d'autres qui demandaient un Pacs, un vieux monsieur qui voulait refaire sa carte d'identité. Quand mon numéro est apparu sur l'écran, j'ai avancé jusqu'au guichet. « Bonjour, je voudrais me renseigner pour un divorce », ai-je dit. La fonctionnaire m'a regardé sans surprise, sans compassion excessive, juste avec cette neutralité de ceux qui voient défiler toutes les formes de vie brisées au quotidien. Elle m'a expliqué la procédure, les délais, le juge aux affaires familiales, les conventions amiables. Je notais tout, mécaniquement, comme si je faisais la liste des ingrédients pour un gâteau. Sur le chemin du retour, j'ai appelé ma mère. Je ne lui ai pas tout dit, pas encore. Je lui ai juste demandé si je pouvais venir dormir chez elle quelques jours, pour prendre l'air. Elle a entendu quelque chose dans ma voix. « Viens autant que tu veux, ma chérie », a-t-elle répondu. « Tu sais que tu as toujours une chambre ici. » Le soir, Thomas est rentré plus tôt que d'habitude, presque euphorique. « Bonne nouvelle », a-t-il vancé. « Il y a des chances qu'on m'augmente dans les prochains mois. Mon chef est content de moi. » Je l'ai regardé parler, gesticuler, plaisanter. Il se mettait en scène dans notre cuisine, comme dans un open space. Il a attrapé mon visage entre ses mains, a déposé un baiser sur ma joue. « On se fait un resto ce week-end pour fêter ça, hein ?» a-t-il proposé. J'ai répondu calmement. « On verra. » Le mot a flotté un instant entre nous. Il s'est figé à peine perceptiblement, puis a repris sur autre chose. Peut-être qu'une partie de lui sentait déjà que quelque chose avait bougé, mais il était trop occupé à jongler avec ses mensonges pour vraiment écouter. La nuit suivante, je me suis réveillé avant le réveil. Il faisait encore noir. J'ai observé sa silhouette dans la pénombre. Sa main reposait sur ma hanche, sans tension, sans intention. Le geste automatique de quelqu'un qui s'est habitué à la présence d'un corps à côté du sien. Je me suis doucement dégagé, je me suis levé, je suis allé dans la cuisine. Sur la table, j'ai posé une feuille de papier. J'ai pris un stylo. Je n'ai pas écrit une lettre de 3 pages. Il n'aurait lu que la fin de toute façon. J'ai écrit simplement « Tu as envoyé ton message à la mauvaise personne ». J'ai relu la phrase. Elle disait tout. Elle disait que je savais, que j'avais vu, que je n'étais pas folle, que tout avait commencé avec son erreur, que tout s'arrêtait là pour moi. Je suis retourné dans la chambre, j'ai glissé l'alliance que je portais depuis 3 ans hors de mon doigt. J'ai senti la peau se libérer, légère et nue. J'ai posé la bague au centre de la feuille. Puis, j'ai fait ce que je repoussais depuis des jours. J'ai pris un sac, j'y ai mis quelques vêtements, ma trousse de toilette, mon ordinateur, les dossiers que j'avais préparés. J'ai fermé la porte de l'appartement derrière moi avec un calme qui m'a surprise. Dans la cage d'escalier, ça sentait le café d'un voisin et la lessive d'un autre. Un matin normal à Paris. Pour tout le monde, sauf pour moi. En descendant les marches, je n'ai pas pleuré. Les larmes viendraient plus tard, quand il n'y aurait plus rien à expliquer à personne. Pour l'instant, je sentais seulement cette étrange sensation de vide et d'espace à la fois. Comme quand on sort d'un métro bondé pour se retrouver soudain sur une grande place. Je savais qu'il rentrerait le soir, qu'il poserait ses clés bruyamment dans la coupelle de l'entrée, qu'il m'appellerait dans le salon et qu'il trouverait le silence à la place de ma voix. Je l'imaginais marcher jusqu'à la chambre, voir le lit défait, mon côté vide, puis ses yeux tomber sur la feuille posée sur l'oreiller. Je l'imaginais relire cette phrase encore et encore. « Tu as envoyé ton message à la mauvaise personne ». Tout ce qu'il avait soigneusement compartimenté s'effondrerait d'un coup. Son nous avec elle, son nous avec moi, son confort de passer de l'un à l'autre comme on change de ligne de métro. Moi, dans le train vers Tours, appuyé contre la vitre, je regarderais défiler les champs de la Beauce en me disant que je ne savais pas encore à quoi ressemblerait ma vie sans lui. Mais je savais à quoi elle ne ressemblerait plus jamais, à cette existence en pointillé où j'acceptais des demi-vérités. Je n'avais pas choisi qu'il me trompe, mais je choisissais de ne pas rester.
Et c'est étrange, après tout ce bruit intérieur, tout ce chaos silencieux, de se rendre compte que la fin d'un mariage peut tenir dans 2 gestes simples. Enlever une bague, fermer une porte. Le reste, c'est le temps qui le travaille.